une histoire à 15 fils narratifs. Aujourd'hui, la règle, c'est de se dire un public ne peut pas suivre une série avec plus d'un certain nombre de personnages et tout ça, parce qu'il y a un problème d'attachement, et ça c'est vrai. Mais si demain on fait une saison et on fait l'effet Rashomon avec 18 points de vue sur la même saison, peut-être que la question, elle sera d'utiliser l'IA pour raconter ça un peu intelligemment. Et peut-être que une série fera une seule saison, mais sous 15 points de vue différents, et que ce sera intéressant, et que chacun choisira le point de vue qui l'intéresse le plus dans l'histoire. Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'heure du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant social media et IA générative, mais avant tout passionné et curieux de l'univers média depuis plus de 15 ans. Dans un écosystème en perpétuelle transformation, comment les médias s'adaptent-ils ? Comment se réinventer face aux nouvelles technologies et aux géants du numérique ? Quel avenir pour l'information et ceux qui la produisent ? Si ces questions vous intriguent, alors vous êtes au bon endroit. Deep Media, c'est un temps de réflexion et d'échange avec celles et ceux qui façonnent l'avenir du secteur. À présent, place à la troisième et dernière partie de l'interview de Sébastien Charby, directeur général de 3ème Œil Story, société de production spécialisée dans la fiction qui fait partie du groupe Media One. Bonne écoute. Sur l'enjeu effectivement de la distribution, donc tout à l'heure on a parlé de la distribution plus internationale, moi j'ai plutôt parlé de la distribution consommation. On sait que la consommation peut être faite sur de multiples devices, donc on a la télévision, on a les smartphones, etc. Est-ce que ces technos, si elles sont un usage de ces technos, peut être réfléchi aussi sur l'adaptation de vos productions pour une meilleure distribution selon les devices ? Concrètement, par exemple, pour du contenu social média, pour du contenu sur smartphone, du contenu tablette, etc. Ouais, aujourd'hui, il y a des agents qui sont très opérants là-dessus. On peut clairement trouver des solutions et tout. Après, c'est plus que de transformer une série qui est faite pour être consommée sur une télé par l'IA en une série qui va être consommée sur un téléphone. Je pense que c'est en fait juste pas le même rapport. C'est-à-dire qu'il y a un truc de proximité dans la consommation de téléphone. En mode horizontal, on peut regarder n'importe quelle série, c'est pas mon point. Mais c'est de dire aujourd'hui, l'émergence des vertical dramas, c'est une autre narration, c'est une autre manière de penser, c'est d'autres talents. Donc en fait, c'est bizarre de se dire, j'ai acheté une voiture et en fait, l'IA va me le transformer en vélo électrique. Il y a un moment, c'est pas le même usage, quoi. Si je prends une voiture, c'est que je vais faire 500 km. Si je prends un vélo électrique, c'est probablement que je vais en faire 15 ou 20. Donc pourquoi transformer l'un dans l'autre alors que en fait c'est deux usages différents. Voilà, maintenant là où c'est pertinent, ça va être sur la promotion des contenus, c'est-à-dire sur la base d'un contenu qui est possiblement consommable sur une télé, on peut faire du contenu additionnel, promotionnel, qui est déclinable sur plein de devices différents et qui va être pour le coup édité, séquencé et dont la diffusion va être rythmée par, et ça il y en a, des IA qui le font, et ça on va pouvoir le faire effectivement plus facilement, parce qu'avant on ne pouvait juste pas le faire, ou alors le faire très difficilement. Là on va pouvoir le faire de manière un peu plus systématique. D'accord. Je dis, ça nous emmène peut-être aussi sur un sujet autour des récits personnalisés, c'est-à-dire un petit peu cette idée de se dire qu'effectivement, par rapport à une base éditoriale, donc une fiction, un scénario que vous avez fait, l'IA, de par des déclinaisons, ou en tout cas un retravail éditorial pour, allez, on va parler un peu marketing, différentes cibles, différents publics, on va plutôt être sur des publics. Comment est-ce que vous imaginez que ça peut être un apport intéressant pour effectivement créer ces récits connexes ou ces récits complémentaires auprès d'audiences personnalisées. Vous y croyez ? Ouais, mais là c'est un poil plus loin parce que c'est comme toujours, hein, la technologie bouge plus vite que les usages, donc faut faire attention parce que, faut faire attention, c'est pas le terme, mais je pense qu'il faut. Moi, je suis très technophile comme garçon et j'ai vu beaucoup de technologies arriver. Par exemple, quand le métaverse est arrivé, tout le monde nous a expliqué que en fait la fiction allait se passer dans le métaverse. Je pense qu'on a oublié que c'était il y a à peine 3 ans, hein, C'est ça. et que plus personne n'en parle, hein. Donc je pense aussi qu'il y a un moment où, et d'ailleurs vous posez votre question dans le bon sens, c'est-à-dire une forme d'appropriation et de proximité dans les œuvres, voilà. Ce qui me semble probable, c'est peut-être de se dire que on va se rapprocher d'une forme pas de gamification, mais PNJ dans une série, en se disant je vais peut-être suivre une séquence sur une histoire qui se déroule depuis mon point de vue, et ça c'est intéressant. J'ai un peu plus de doutes sur l'espèce de serpent de mer de la fiction 100% interactive et tout ça.
parce que c'est un peu comme tout, quoi. Oui, les gens peuvent aller dans un self, mais ils sont contents d'aller au restaurant qu'on les serve, je crois. Donc parfois, il y a des moments où on a envie d'aller chercher l'histoire, et parfois on a envie d'être pris par la main et qu'on me raconte l'histoire qu'on a imaginée sans que j'ai à me dire, ah, au fait, tiens, est-ce que j'ai envie d'aller là, est-ce que j'ai envie d'aller là, voilà. Donc le point qui consiste à dire, il y a peut-être des lignes narratives secondaires que je vais pouvoir embrasser d'un point de vue différent grâce à ça, parce que on va pouvoir gérer une arborescence d'histoire qui est plus large grâce à l'IA et grâce aux gains de productivité qu'on a, possiblement. Alors est-ce que ça va être à court ou à moyen terme? J'ai l'impression qu'avant que ce soit à la masse, ça va plutôt être du moyen terme, voilà. Et après, sur la pure gamification et transformer la fiction en jeu vidéo, voilà, j'ai quand même l'impression que c'est deux usages différents, quoi. Moi, je joue aux jeux vidéo et puis il y a des moments où j'ai juste envie qu'on me raconte une histoire. Et effectivement, c'est deux activités qui sont bien différentes. Et est-ce que même, on va dire, cette éventuelle évolution, elle peut aussi passer par les plateformes? On a souvenir sur Netflix, on avait eu un épisode de Black Mirror qui s'appelait le Bandersnatch, je crois, où on avait quelque chose d'assez interactif. Alors, interactif, cela s'entend, hein, c'était un peu Ouais, le livre dont vous êtes le héros, donc vous faisiez des choix, ouais. etc. Sur des expériences comme ça, est-ce que vous les regardez un petit peu en mode musée en se disant wow, c'est un bel objet et puis on en reparlera peut-être dans 25 ans? Ou est-ce que vous vous dites tiens, ça Non, mais m'intrigue? le truc, c'est qu'on en parle depuis plus de 25 ans. Enfin, moi, j'ai commencé chez TF1. Je me souviens, au début des années 2000, d'une série qui s'appelle New York Unité Spéciale, qui avait fait un épisode interactif sur lequel on votait pour la fin et tout ça. Je veux dire, je sais plus ce qu'était ce jeu là dans les années 80 présenté par Karen Cheryl où il fallait Oui, piloter, oui. voilà. Ce truc est tout sauf nouveau. Alors après, on a des nouveaux outils pour le faire, mais encore une fois, c'est là où moi je parle d'usage et nous on est très orienté vers qui sont les spectateurs d'aujourd'hui et de demain et que je ne crois pas une seconde que les spectateurs d'hier étaient 100% passifs et les spectateurs de demain seront 100% actifs. Je pense qu'il y a un truc d'écoute, d'attention, d'histoire qui se fait. Et si Netflix le fait, c'est un épisode de Black Mirror. Et par exemple, on parlait beaucoup du jeu vidéo comme remplaçant de la fiction. Mais en fait, on s'est rendu compte que les vrais remplaçants de la fiction dans le temps d'attention des gens, c'est plutôt le temps court que le temps de sélection. Je veux dire, sur TikTok, les gens peuvent passer 1 heure ou 2 heures à scroller, mais ils ne regardent pas 2 épisodes de 52 minutes. Ils regardent 120 épisodes d'une minute, quoi. Bon, je pense que l'interaction, elle est à mon avis possiblement là-dessus, parce que il se passe quelque chose au-dessus du cerveau, au niveau du cerveau qui est addictif, là où la prise de décision est quand même quelque chose d'actif, qui, chez des gens qui ont du temps, voilà, mais dès qu'il commence à y avoir une charge de travail et tout ça, est-ce que le soir on se remet dans une situation, ou est-ce que sur son temps libre on se remet dans une situation d'être contributif à une histoire? Il y a une vraie question. J'ai du mal à croire que ce sera 80% de la population demain qui fait ça. Ok. Je voulais aussi, je me permets si on a encore un petit peu de temps, vous faire réagir sur... alors, il y a un peu plus de 2 ans, on a vu la grève des scénaristes à Hollywood. On se souvient, plus grosse grève des scénaristes à Hollywood, voilà, qui avait mis un petit peu en péril l'industrie des séries pendant quelques temps. Ça avait notamment été nourri largement par l'usage de l'IA. On sait qu'il y a des choses qui étaient sorties autour de l'utilisation d'avatars, de copies d'acteurs, etc. Est-ce que, alors, bon, déjà de manière générale, comment est-ce que vous aviez regardé ça? Qu'est-ce que ça vous avait inspiré? Et puis aussi sur ce sujet, on n'en avait pas parlé voilà, la génération d'avatars, de clones d'acteurs, de comédiens. Qu'est-ce que ça vous Mais là, inspire pour la suite? il y a un cran au-dessus parce que là, vous parlez de quelque chose dont les comédiens et les scénaristes se sont déjà emparés. Le cas le plus célèbre, c'est Robert Gilbert. Downey Jr., qui Ouais. avait expliqué que ses avocats, après sa mort, se battront pour que ces images ne soient pas exploitées et que le dernier film qui tourne soit de son vivant et pas de sa mort. Donc ça, c'est des sujets qui sont déjà adressés par des stars assez puissantes à Hollywood, je crois. Et après, il y a encore autre chose qui est la réponse à ça, c'est la création de comédiens, comédiennes, fully IA. Et donc, comme on peut les voir sur les réseaux sociaux qui existent aujourd'hui, et aujourd'hui, il y a des agents qui ont dit, moi, ok, je vais les représenter.
je pense que ce qu'il faut regarder, c'est quels sont les agents qui font ça. C'est évidemment pas des agents qui ont des stars puissantes dans leur rang. Parce que immédiatement, il y a eu un tollé de toutes les stars présentes qui disaient bah, très bien, si vous décidez que en fait maintenant vous allez faire la promotion d'acteurs synthétiques, et ben moi je peux pas être représenté par cette personne qui préfère prendre un acteur ou une actrice synthétique plutôt que moi. Donc ça, je regarde ça dans le sens où il va y avoir une profession qui va défendre son beefsteak et il va y avoir une profession qui va vouloir grandir le sien. Parce que les agents, je pense qu'ils vont pratiquer, quand ils génèrent un comédien en synthétique, peut-être qu'ils prennent pas 10% de commission dessus, ils prennent probablement plus. Et à mon avis, ça va être des intérêts divergents qui vont se heurter et on verra si c'est les agents ou si c'est les comédiens qui ont gain de cause là-dessus. Donc on regarde ça et puis on prend des paris sur la suite un petit peu. Ouais, mais je sais pas vous, mais je pense que c'est une question qui est plus fondamentale en se Bien disant sûr, globalement, bien sûr. ce que dit l'IA, c'est que aujourd'hui on peut tout remplacer. Maintenant, est-ce qu'on pense vraiment que l'IA est faite pour remplacer les gens? Je suis pas sûr. C'est fait pour nous permettre de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire Bien sûr. autrement. Mais si on utilise genre des serveurs qui consomment je sais pas combien de gigawattheures, je sais pas combien de ressources, tout ça pour faire ce que des êtres humains font déjà, en se disant on le fait pas mieux, mais on le fait juste pour moins cher, à mon avis, on se trompe de débat. En revanche, si on utilise l'IA pour faire des choses qu'on ne peut pas faire, bah, c'est un peu comme, c'est pas parce qu'il y a des voitures qu'il faut plus marcher, hein. Les voitures, elles servent pas à marcher. Ouais, bien sûr. Non, non, et c'est aussi un peu le même sujet sur tout ce qui était les traducteurs, etc., où on a eu aussi une fronde qui est arrivée assez rapidement et on se disait que, voilà, effectivement, les versions étrangères allaient pouvoir être générées automatiquement, mais on sent aussi que la chaleur humaine d'une voix s'entend encore à l'heure actuelle avec des outils qui en manquent encore singulièrement. Et puis, je sais pas si vous avez regardé la série The Studio, qui a un épisode assez brillant là-dessus, qui est, à un moment, il va y avoir du name and shame sur les gens qui utilisent l'IA pour remplacer d'autres personnes. Et je trouve ça assez légitime, parce que si les gens qui utilisent l'IA décident de le cacher, c'est qu'ils sont pas complètement à l'aise avec. Donc en fait, bah, s'ils sont pas à l'aise avec, il faut dire qu'ils l'utilisent et qu'ils le disent pas. Ouais. Oui, c'est ça. Autant l'assumer, le mettre sur la place publique en disant, bah voilà, on l'utilise, mais en tout cas l'utiliser. Et puis, comme on l'a dit tout au long de cette discussion, c'est-à-dire c'est un usage aussi raisonné, c'est un usage par fonction, par opportunité et pas effectivement par remplacement. Ça va permettre d'optimiser, d'avoir des nouvelles opportunités, mais pas nécessairement de remplacer, Ouais. de remplacer les existants parce qu'il nous faut encore des créatifs et on souhaite en Oui, avoir et encore puis longtemps. pour rebondir sur ce que vous disiez, une histoire à 15 fils narratifs, aujourd'hui, la règle, c'est de se dire un public ne peut pas suivre une série avec plus d'un certain nombre de personnages et tout ça, parce qu'il y a un problème d'attachement, et ça c'est vrai. Mais si demain on fait une saison et on fait l'effet Rashomon avec 18 points de vue sur la même saison, peut-être que la question, elle sera d'utiliser l'IA pour raconter ça un peu intelligemment. Et peut-être qu'une série fera une seule saison, mais sous 15 points de vue différents, et que ce sera intéressant, et que chacun choisira le point de vue qui l'intéresse le plus dans l'histoire. Et on en revient à nos récits un petit peu personnalisés dont on parlait tout à l'heure, effectivement. Et non, il y a plein d'opportunités. Mais c'est sûr que voilà, il y a des risques. Je pense qu'on est beaucoup à les identifier et à les pointer à juste titre. Mais il y a aussi effectivement plein d'opportunités et des opportunités qui n'étaient pas possibles avec les moyens qu'on a actuellement présents. On s'approche tout doucement de la fin. Juste une petite question un peu prospective. Votre métier, votre domaine d'activité, l'activité Troisième Œil Studio dans 5-10 ans, dans ce contexte, on va dire, d'ébullition permanente de l'IA générative, ça se présente comment, selon vous? Question très compliquée, j'en conviens. Non, mais parce qu'on est en plein dedans, en fait. Donc, ça va être compliqué d'y répondre, mais je sais où j'en suis de la réflexion. Elle est de gérer un pivot sur et je pense que c'est toute la filière doit s'emparer de ça, c'est-à-dire pas dans une forme de résistance, ce qui est un peu trop souvent le cas, je pense, malheureusement chez nous, de résistance au changement, mais pas dans une forme de naïveté face au changement. Et donc, je pense qu'il faut une responsabilité. Il faut intégrer qu'on ne va pas changer sans condition, mais en revanche, c'est pas nous qui allons décider du changement. Donc, nous, on est en train de réfléchir sur quel niveau de notre activité ça peut nous aider à soit aller plus vite, soit à faire mieux, et possiblement à avoir des récits
qui vont toucher un public différent de par notre activité qui est intermédiaire. Aujourd'hui, on travaille pour des diffuseurs, on ne travaille pas pour un public direct, mais ce que montre aujourd'hui l'émergence de tous les canaux et tout ça, c'est qu'il y a une forme de désintermédiation. Et aujourd'hui, on pourrait, à moindre coût, je sais pas, je dis ça parce que moi j'ai produit Plus belle la vie, mais aujourd'hui, moi je m'interdis pas de réfléchir à Plus belle la vie, mais qui est produit en direct, parce qu'en fait on fait des pastilles de 2 minutes d'un quartier de vie, et j'ai 15 personnages qui font 2 minutes tous les jours, et en fait j'ai 18 lignes à pondre chaque jour, mais à coup de 2 minutes je peux le faire, et mon feuilleton il est quotidien, il est quasiment en temps réel, et c'est des personnages qui ont la même vie que moi, et puis je les suis dans leur grand mouvement, voilà. Bah, d'un seul coup, ce truc-là, c'est plus du tout la même chose qu'à l'époque où je le faisais, où il fallait lever 50 millions pour faire ce projet-là. Donc en fait, il y a quand même une bascule sur ce qui est intermédiaire par intermédiaire, notre capacité à réinnover. Quand on est producteur, on doit prendre un risque producteur en se disant je crois à ça, je tente, et si j'ai raison, eh ben je développe. Moi j'ai l'impression que l'IA, dans la bonne utilisation de l'IA, c'est un outil qui, comme tous les outils, a toujours été inventé pour qu'un bon usage permette aux gens de se développer. On est un peu au cœur de ça. Moi, de mon point de vue de producteur, je pense que ce serait valable à plein d'endroits, c'est de se dire, tiens, comment je vais faire mon métier un peu différemment, mais peut-être avec des bottes de 7 lieues plutôt qu'avec des sabots aux pieds, quoi. En tout cas, merci de terminer sur cette note assez positive et assez enthousiaste. Et voilà, je vous rejoins en tout cas sur le côté. Voilà, il y a effectivement plein d'opportunités. C'est vrai que le projet dont vous parliez, il peut être effectivement captivant, intéressant, et puis aussi permettre de convoquer de nouveaux publics qui parfois peut-être délaissent aussi un petit peu les œuvres de fiction, etc. C'est aussi grâce à ces outils-là qu'on va peut-être aussi pouvoir raccrocher sur des nouveaux modes de consommation, des nouvelles habitudes. Exactement, et je pense qu'on est pile à ce moment-là où il faut basculer, parce que il y a un décrochage qu'on constate. Ce qui est formidable, c'est qu'on a un nouvel outil pour répondre à ce décrochage-là, donc c'est quand même c'est plutôt encourageant. Saisissons-le. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de la 3e et dernière partie de cette interview de Deep Media avec Sébastien Charby, directeur général de 3e Œil Story, société de production spécialisée dans la fiction qui fait partie du groupe Media One. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles interviews avec celles et ceux qui façonnent l'avenir des médias à l'heure du numérique. En attendant, pour ne manquer aucun des prochains épisodes, abonnez-vous à ce podcast et mettez les étoiles et commentaires adéquats. Deep Media est un podcast autoproduit par Follow Me Conseil, agence de formation et conseil stratégique spécialisée en IA générative et social media. À très bientôt.